Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy Cocorico. Toutes mes félicitations Fernand, toutes mes félicitations MMA Factory, bien évidemment à Cyril Gane. Là tu viens d'atterrir à Paris, tu es de retour chez toi. Bon, comment est-ce que t'as vécu ces dernières 48 heures qui, je pense, pour toi c'est la juste récompense de quoi? D'une carrière qui a commencé il y a quelques années maintenant. Oui, c'est ça. Salut à tous. Bien, j'ai vécu une 48 heures qui était assez intense, dans le sens où il y a des hauts et des bas. Dans la, tout s'est passé normalement, avec beaucoup de sérieux quand même. C'est-à-dire que même si bon, la main est toujours détendue, c'était un peu plus sérieux, un peu plus sérieux. On sentait qu'il y avait de la concentration de sa part, une volonté de concentration de sa part. Euh, L'équipe aussi était assez concentrée, comment dire, pas stressée, mais concentrée. C'est-à-dire que tu sentais que c'était un peu lourd quand même, l'ambiance un peu, et puis ça s'est très vite détendu avec ce qu'on pensait le moment le plus crucial, celui qu'on craignait le plus, celui qu'on retenait le plus, qui était le désaveu des spectateurs du Toyota Center, mais ça a été la délivrance. En gros, au moment où Tu veux dire on le s'est mis moment où à... vous êtes entré? C'est ça. Au moment où on a démarré à la marche et qu'on avançait, il y a eu cette fin de Cyril qui a choisi un son de Houston qui est un son qui aurait pu être celui de Darren Lewis. Et du coup, ça a mis une fin au public qui s'est mis à applaudir. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte, c'est pas l'entrée de Derrick, c'est l'entrée de Cyril. Et donc, du coup, ils sont repartis en mode bout à mort. Mais en gros, je pense que si on avait été hué un dixième de la salle, on aurait senti un différentiel. Ça peut toucher. Mais en gros, quand on est rentré, il y avait, on va dire, 99% de la salle qui nous a hué, quoi. Et du Mhm. coup, ça faisait comme une aide d'honneur. C'était pas, ça ne ressemblait pas à des, à de la, de l'humiliation ou quoi que ce soit. Enfin, on a eu l'impression que c'est une chorégraphie, ça a couvert la musique. Il y a tellement de bouquins des gens qui nous huaient que ça a couvert la musique et on s'est mis à... Enfin, je voyais que l'équipe était super content, enfin, ils étaient vraiment contents. Et moi, pareil, ça m'a traversé et je me suis retrouvé dans une espèce de show. C'est que je me dis, enfin, on s'est retrouvé en mode, ok, l'honneur est à nous. On nous fait l'honneur de nous recevoir à Houston. Et du coup, j'ai senti le même truc chez Cyril et on est entré avec cet état d'esprit-là en mode euh, un gros show de malade. Donc voilà comment on a vécu le délire. À partir de là, c'était parti. Enfin, on savait que le delta et la différence entre Cyril et puis Derek était légendaire. Ce qu'on craignait, c'était l'histoire de pouvoir froze, de pouvoir être bloqué et ne pas pouvoir libérer Cyril à son bon niveau. Mais vu comment il dansait avant même que Derry n'arrive dans l'octogone, vu comment il était à l'aise dans ce qui nous entourait, on a compris qu'on avait trouvé le bon gamin. Il n'a pas été dans un état de flow absolu, mais il était correct, il était bien et il a délivré une performance bien. Et globalement, toi, tu t'attendais à ce genre de performance de la part de Cyril, ou ça t'a peut-être plus impressionné que ce à quoi tu t'attendais, même au niveau du finish, au troisième round? Enfin, est-ce que c'était vraiment tel que tu l'avais visualisé, envisagé? Je vous dis honnêtement, je ne sais pas je ne peux pas savoir ce que j'envisage quand un combat commence avant qu'il n'ait commencé. Je ne peux vraiment pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que quelques heures avant le combat, donc dans la matinée, j'étais avec Benjamin et un autre collègue dans une pièce et on parlait de ce qu'on pouvait avoir ce soir-là. Et je disais, si Cyril arrive en état de flow, on aura un masterclass qui n'est jamais eu lieu à l'UFC.
C'est-à-dire que le style de Derrick Lewis et le style de Cyril, c'est le jour et la nuit. Il pourrait s'amuser salement s'il est en état de flow. Il n'a pas encore atteint cet état de flow à l'UFC. Il est encore en train de se chercher. Il n'a pas encore trouvé ce bon truc où il est complètement libéré. Techniquement, c'est une folie ce qu'il est capable. Enfin, sur la Fight Week, ce qui s'est passé durant la semaine, c'est vraiment impressionnant. En tant qu'entraîneur, je reprends encore cette espèce de d'analogie où je vous dis, vous avez une voiture extrêmement automatisée, vous avez à rentrer un bouton, ça fait tout le reste, et c'est voilà quoi. Et puis à côté de ça, il y a des voitures qui sont sans assistant, sans direction assistée, sans vitrage automatique, sans, enfin voilà quoi. C'est vraiment durant la semaine, c'est énervé ce qu'il fait comme réaction. Il fait des coups, des trucs incroyables. Et je dis encore qu'il est en train de monter progressivement en puissance. Et le jour où il va atteindre son état de flow, on va pouvoir, les gens vont définitivement comprendre ce que j'ai dit depuis le début. Depuis le début, je pense que euh, Cyril va représenter quelque chose d'au-delà du sport. Ça va être monumental. Euh, je pense que Cyril, très bientôt, les gens vont se rendre compte que c'est une superstar. C'est-à-dire que pour le moment, il y aura toujours des gens qui vont douter, continuer à douter, et au fil des combats, chaque fois, il va faire mentir. Il va toujours gagner sur les combats où on va attendre qu'il perde. Et puis les gens vont arriver à l'évidence à un moment donné. Ça a toujours été ça depuis le début de sa carrière. Mais voilà, je m'attendais à ce que Cyril me fasse un beau combat. J'avais une inconnue, c'était OK. J'ai vu Cyril face à un public hostile au Canada, Mhm. mais c'était de l'ordre de quelques milliers. Je sais pas même pas, je crois que c'était 5000 spectateurs à Montréal. Je n'ai jamais vu Cyril face à un public de 16 650 spectateurs. C'était ça ce qu'ils ont fait sur les entrées. Du coup, je ne savais pas ce que ça va donner. Il a plutôt bien répondu, mais il y avait encore des petits blocages, il y a encore des petits Comme voilà. quoi, par exemple? Comme quoi, simplement le festival de techniques possibles. Tu vois, à un moment donné, Cyril, il va faire sur un truc qu'on avait prévu, un double leg, et pendant le double leg, il fait son Le coup de fameux coude, remontée, ouais. et derrière, il remonte, il met un coup de coude. Ces gestes-là, on les a révisés 50 000 fois. Et des coups de coude dans ce sens-là, en mode rotation, remontée, aller, on en a, on appelle ça le festival. Quand ça sort, sur un combo de coups de coude, il peut lâcher 12 coups de coude en série de combats, en situation réelle de combat. Face à Michael Gogush, voilà, face à un combattant, il est capable de lâcher ça sérieusement. Euh, il y a un truc qu'on avait prévu, qui était pour moi quasiment sûr que ça allait arriver. C'était le high kick à la tête. Mhm. Les high kicks de Cyril, de plus en plus, sont extrêmement méchants. Mais c'est-à-dire qu'on avait les high kicks qu'on mettait en mode surprise. Je regarde par terre, je claque un high kick au visage. Aujourd'hui, on a développé les high kicks pour tuer. C'est pour vraiment décapiter en mode. Quand j'en vois, c'est coup franc. Voilà, c'est reprise de volée, j'arrache tout ce qui est au passage. Et en termes de flow, quand on est à l'entraînement, il amène dans une direction, il ramène dans une direction, et la tête de Derrick est censée être posée à un endroit où il n'y a plus qu'à shooter. Et bon, dessus, on a loupé le timing dessus, il y a pas, voilà. Donc, il y a des petits réglages comme ça, c'est très compliqué de mesurer exactement quand on Mhm. pile poil dessus. Mais, mais voilà, c'était une performance extraordinaire. C'est-à-dire que on sait c'est qui Derrick Lewis quand même. On sait que Derrick Lewis, bon, c'est le mec qui terrorise tout le monde, qui a simplement battu le champion en titre. Enfin, il a battu le champion en titre. Il terrorise tout le monde avec un bras arrière.
Et au bout du deuxième round, Cyril ne respectait même plus le bras arrière. Mhm. Pas parce qu'il manque de respect et qu'il n'est pas prudent, mais parce que, comme je l'ai expliqué sur le précédent King and G, j'expliquais que Terry Lewis, c'est comme un courant électrique THT, très haute tension. Le principe est simple. Tu le respectes, tu mets un isolant, tu n'es pas électrifié. Si tu t'amuses à ne pas mettre un isolant et que tu touches avec un conducteur, bah le courant te traverse. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé quand Cyril a capté la distance et qu'il a compris qu'il pouvait garder la main levée quand la frappe arrive. Il prenait la frappe et ça faisait comme si c'était la frappe d'un bébé, quoi. Ça n'avait plus aucun sens. Oh là 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 là. Ouais. Et donc, si tu veux, euh, il a complètement survolé. C'est que son adversaire a mis 30 coups quand il a mis, je ne sais plus combien, une centaine de coups. Le delta, on n'a jamais vu ça. C'est un record sur, et que sur 3 rounds, pas sur 5 rounds. Dans un combat pour le titre à l'UFC voilà. Heavyweight. Ça n'a jamais existé. Voilà. Fernand, j'ai aussi envie un peu de parler de toi quand même. J'ai envie de parler de toi parce que franchement, l'émotion que t'as eu, bah déjà la vidéo qui a été filmée par les réseaux sociaux de l'UFC au moment de la victoire, franchement, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu ça, ça les a touchés. Et puis ensuite dans la cage, franchement, même là, rien que d'en parler, tu vois, j'ai des frissons. Toi, qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que tu vois, durant tout l'avant-combat, après c'était peut-être toi aussi qui voulait un petit peu de poker face, tu vois, tu disais, bah, c'est une ceinture, mais c'est la ceinture intérimaire. Et là, je m'attendais vraiment pas à ce que on a l'impression que, tu vois, t'as eu un espèce de flash forward de tout le chemin parcouru jusqu'à ce moment-là quand Cyril est venu et t'a amené la ceinture. C'est la symbolique qui me met mal à l'aise, qui m'a fait lutter pendant quelques secondes. J'ai violemment lutté pour ne pas verser des larmes. La symbolique. Dans la vie, il y a quelque chose qui me caractérise et qui me blesse au plus profond de moi-même, c'est l'injustice. Quand je me sens, il y a 2 éléments dans ma vie qui sont très importants, la loyauté, la justice. Ou alors le manque de loyauté qui me blesse et l'injustice qui me blesse profondément, que ce soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. En tant que coach, j'ai vécu beaucoup d'injustices. Et c'est d'autant plus frustrant que ce sont des injustices dont tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer. Très concrètement, quand je dis tu ne peux pas en parler, c'est que en tant que Fernand Lopez, qui dit qui parle de Francis Ngannou, ça sonne mal. Ça sonne comme un mec haineux qui n'est pas content parce que le gars a quitté sa salle. Mais les gens ne savent même pas l'histoire. Au moment où moi j'ai les embrouilles avec Francis, Francis n'est plus à la salle depuis longtemps. Francis m'appelle un jour et me demande est-ce que moi j'ai toujours rêvé des États-Unis, j'ai envie de vivre aux États-Unis, j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu penses qu'on peut aller aux États-Unis vivre? Je dis non, moi j'ai vécu aux États-Unis, ça me plaît pas et puis j'ai toute une vie ici en France. Mais si tu veux partir aux États-Unis, j'étais la partie aux États-Unis. Il va la première salle aux États-Unis, c'est moi qui prospecte les salles à Vegas, où il va aller à Vegas. Donc, il y a un accord commun entre lui et moi pour qu'il aille aux États-Unis. Il n'y a aucun souci pour qu'il aille aux États-Unis. Je passe des coups de fil à des amis pour le recevoir. J'appelle d'ici, j'envoie un texto à d'ici pour dire à d'ici, est-ce que tu peux rencontrer Francis? Il y avait vraiment pas de souci de ce côté. Mais les gens ne le savent pas et c'est très injuste parce que dès que je fais la prise de parole dessus, ce que ça donne comme consonance, c'est il est jaloux, il n'est pas content parce que le gars est parti. Mais non, il était parti déjà, il faisait des allers-retours. Je l'y accompagnais. Quand il revenait à France, j'allais le prendre à l'aéroport des fois. Enfin, il venait à la salle, il s'entraînait. Il me demandait quand il avait un combat, est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux venir parler avec mon coach? Le coach de Syndicate
qui est son John, bah, j'allais aux États-Unis, j'allais au syndicate, et puis j'étais là pour regarder le coach faire son boulot. Et le coach venait gentiment me demander, est-ce que tu penses que c'est correct? Est-ce que tu penses qu'il est bien là? Quel est son état d'esprit? Et je lui donnais des petits conseils. Je lui dis, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais pousse-le à te parler des fois parce qu'il est très renfermé. Il dit pas beaucoup de choses, mais des fois, il cache des craintes. Il a souvent peur et il cache des craintes. Donc, je lui donnais des petits tuyaux, des petits conseils pour Francis. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel je me retrouve. Mais sauf que ce qui va arriver, en fait, qui fait l'embrouille, n'est pas à ce moment-là. Les gens pensent que c'est à ce moment-là. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire la ceinture contre Sipé, Francis n'est plus du MMA Factory à la base. C'est-à-dire que dans le sens où là, il vient de s'installer aux États-Unis. Au moment où on le fait. Donc, quand on prépare la ceinture, je suis là à l'accompagner. Je suis avec lui. Et comme mon nom du MMA Factory, mais aussi au nom de ce coach-là, John, qui l'accompagne. Donc, il n'y a pas de souci, en fait, de déplacement ou de quitter la salle. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce que les gens n'ont pas capté. Avec que, pour dire la vérité, c'est que durant la carrière avec Francis, il va se passer 2 fois où je lui demande de quitter la salle pour un comportement qui ne m'apparaît pas correct. Et pourtant, il a déjà 3 ou 4 combats à l'UFC. Et ensuite, ça va s'arranger grâce à Tonton d'ailleurs, qui a joué, qui était le pilier, le bon pilier entre nous deux et qui nous a souvent bibouché quand on avait des disputes. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais cette injustice a fait que les gens ne t'écoutent pas quand tu parles. Les gens ne disent pas, tu essaies d'expliquer aux gens, les gars, je ne vous dis pas que le gars ne peut pas être libre de partir. Il peut aller où il veut, il peut bouger où il veut. Ce que je lui reproche, le détail que je lui reproche, c'est tu pourrais quand même donner la force à une école qui t'a fait grandir. C'est de ça que je parle. Et je ne le dis pas aux médias avant d'avoir dit à Francis. Plusieurs fois, je discute en tête à tête avec lui en disant, Freeboy, ça c'est le petit nom, c'est comme ça qu'on s'appelle Francis et moi. Freeboy. Ça vient d'où, ça? C'est le rêve les Africains qui traversent le désert, la mer et tout ça et qui vont en Europe pour aller chercher l'espoir d'une meilleure vie, considèrent qu'ils vont vers la liberté, freedom. Et donc, il s'appelle dans cette aventure-là Freeboy. Ok. Et donc, je lui demande, Freeboy, j'ai un truc qui me perturbe. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que tu as l'occasion où un journaliste tend la perche avec l'occasion de mettre en avant ta salle de sport, le MMA Factory, ton entraîneur Fernand Lopez, ton management Factory, tu dévis, tu déflètes, tu ne prononces jamais ces noms. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as un blocage, est-ce qu'il y a un truc qui te gêne? Et il y avait 2 explications qu'il me donnait. La première, c'est souvent, je ne sais pas. J'ai encore fait ça? Tu penses que j'ai fait ça? Je lui dis, bah oui. Là, on sort de MMA Wars, on est allés ensemble, on est potes, on dort dans la même chambre d'hôtel ici où on est, bah, on est potes, on va ensemble, on fait une aventure ensemble, on se retrouve MMA Wars, on te donne le KO de l'année, KO auquel j'ai largement participé, le KO contre Overeem, on est ensemble. C'est un KO qui appartient au MMA Factory, c'est un KO de la team. Tout le monde monte sur le truc et dit merci à mon coach, merci à ma femme, merci à mon chien, merci à... Tout le monde dit quelque chose et tu ne dis pas, est-ce que c'est fait exprès? Et il me répond calmement, il me dit, j'avoue, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai vraiment pas pensé à ça. Et donc, je lui dis, rappelle-toi quand même que de la même manière que tu avais besoin de la force à l'époque, il y avait déjà Michael Lebout à l'UFC, il y avait Taylor Lapillus à l'UFC. Je leur demandais à chacun d'entre eux, quand vous avez une interview, parlez du poids lourd qui est dans votre salle, qui va monter bientôt, qui monte. Parlez de lui parce que du coup, ça me donne la force, moi, de pouvoir le vendre à l'UFC, au matchmaking de l'UFC. Placez-le, c'est du placement. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas pour les autres? Pourquoi tu ne te dis pas que de la même manière que quand les mecs sont je sais pas moi,
n'importe quel management, ça s'appelle comment le management n'importe quelle société de management, tu poses la question à n'importe qui, il te dit bah j'ai la meilleure société de management au monde, mon agent il est le meilleur au monde. Qu'est-ce qui fait que tu ne parles pas de ton agence de management? Qu'est-ce qui fait que tu ne parles pas de ta salle de sport? Et tu ne captais pas exactement ce qu'il te dit. Il y avait une véritable volonté d'étouffer cette appellation. L'impression que ça donne, c'est là où je parle d'injustice, c'est de se dire que tu bosses comme un fou tous les jours, mais comme un fou. J'ai plein de préparateurs physiques à la salle. Francis était le seul à qui je faisais la préparation physique personnellement. Et pourtant, je la sous-traite à d'autres personnes, la préparation physique. Tu donnes tout, tu donnes ta vie, ta santé à ce que, enfin, il te déchire littéralement quand il fait les pas d'œuvre. Et tu as cette injustice-là. Et tu ne peux pas en parler. Parce que si tu en parles, tu parais comme un mec un peu aigri, ouais. Aigri, qui aime la lumière, qui veut juste la lumière. Voilà la définition que finalement on te donne. Et du coup, tu t'enterres avec ça. Tu fermes ta bouche et tu dis, je vais plus en parler. Parce que de toutes les façons, il y a personne qui va me comprendre. Si tu ouvres ta bouche en parlant de Francis Ngannou, il y a tout le monde qui dit, mais non, il est jaloux, il était parti, c'est pour ça qu'il... Alors que ça n'a rien à voir du tout. Ce que tu dis, c'est que tu peux être parti. Aujourd'hui, si tu appelles Karla Moussou et que tu poses la question à Karla Moussou, est-ce que comment tu es entré je sais pas moi, au Kejoyo, comment tu as pris la ceinture du Kejoyo, il est capable de te dire l'histoire, donner à César ce qui appartient à César. Fernand Lopez m'a mis au Kejoyo, le Management Factory, et ensuite j'ai fait la ceinture du Kejoyo, je l'ai obtenu la ceinture. Enfin, une histoire, quelque chose qui donne un peu de force. Quand tu arrives à un combat, tu peux dire, mon coach, ils se sont tués, ils m'ont donné une stratégie, on en a parlé, je ne l'ai pas suivi, j'ai pas écouté, je n'étais pas bien et je n'ai pas fait ça. C'est toute cette symbolique-là qui ressort à l'instant où, sans me prévenir, Cyril apporte la ceinture sur mon épaule. Moi, je me suis dit, véridique 100%. Tu appelles Benjamin Sarfati tout de suite et tu lui demandes, on est dans les vestiaires. Il me dit, c'est fou que ce soir on va faire la ceinture. Et je lui dis, ne me parle pas de ceinture, s'il te plaît. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que ça fait une semaine, je me suis mis en tête de ne pas parler de ceinture pour ne pas avoir des émotions. Je considère que je fais un combat, je ne fais pas une ceinture. Parce que si je pense de ceinture, je sais la symbolique que ça m'apporte, la ceinture. Je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas ces émotions aujourd'hui. Je vais être neutre. Et il me dit, OK, je suis désolé, je vais faire attention. Mais vraiment, dans ma tête, j'ai effacé l'histoire de ceinture parce que je savais que j'ai vécu, je vis depuis des années, depuis 2018, avec un cauchemar qui me suit tout le temps. Un véritable cauchemar où tu te dis, je le sais, c'est une garantie. Francis aurait suivi le game plan que j'ai posé sur un papier, on désinfectait CP en 2018. Tu l'as, le cauchemar, tu le sais que ça existe. Mais tu as le monde entier qui ne sait pas en fait que ça existe. Pour eux, c'est plus facile de dire, mais non, en France, ils sont incompétents. Les Français sont nuls, ils sont incompétents. Nous, aux États-Unis, on a la compétence. Francis a eu la ceinture parce qu'on est aux États-Unis. Et moi, je vois tous ces champions de la France, tous ces entraîneurs de la France, tous ces journalistes français, et il y a quelques-uns seulement qui croient, il y a pas qui ne se rendent pas compte qu'ils acceptent une fausse narration. Elle est fausse, la narration qu'on nous donne en nous disant en Europe, on n'a pas les compétences pour pouvoir arriver sur le haut niveau, il faut s'expatrier. Je vis avec ce cauchemar depuis 2018 où je sais avec certitude que Francis était physiquement, techniquement, stratégiquement prêt pour participer sur le premier combat et qu'on a échoué parce que mentalement et dans l'état d'esprit d'acceptation du game plan, il n'était pas prêt. Et c'est là où je donne toute
mes félicitations à l'extrême couture en disant, vous avez réussi à le mettre dans un état de calme où j'ai échoué. C'est aussi simple que ça. Donc, au moment où je reçois ce transfert de pouvoir de la part d'un jeune champion qui vient d'avoir sa ceinture et qui dit, cette ceinture n'est pas la mienne, elle est à Fernand, ce qui me touche, c'est l'empathie. On n'est pas habitué dans ces milieux à avoir de l'empathie des élèves. Les entraîneurs n'ont pas, on ne le dit pas assez, les entraîneurs sont des êtres humains qui ont des sentiments, des émotions, qui laissent leur famille, qui abandonnent leur... Là, j'ai atterri aujourd'hui. J'ai atterri il y a 1 heure à Roissy. Je suis déjà en train de faire le podcast dans et ensuite, je vais aller voir mes filles tout à l'heure. Ce sont des sacrifices de fou. Ça fait 1 mois et je n'ai pas vu mes enfants. 1 mois. Tu fais des sacrifices de fou tous les jours et tu ne peux même pas avoir un placement. Je parle d'un placement, de dire le monde nous écoute. Je suis tellement frustré, j'ai tellement été frustré par ça que je ne peux pas demander ça. Même à Cyril, qui est mon ami, je ne lui demande pas ça. C'est pour ça que quand ça arrive, je suis choqué qu'il le fasse. Parce que je lui demande pas ça. Moi, je me dis, Cyril, il va dire, merci à Mathis, mon coach, j'ai un bon coach, c'est le meilleur du monde. Voilà à quoi je m'attends. Cette symbolique de poser la ceinture sur moi me tue, il m'a tué. C'est-à-dire que j'ai dû lutter comme un fou furieux pour ne pas pleurer parce que ça représente tout ce que je demandais de dire qu'un élève puisse dire merci coach. Pas le faux merci qu'on prend le micro vite fait et on dit merci à tel, merci à tel cordonnier qui m'a fait les chaussures. Non. Sincèrement, de dire que, puisque c'est ce que je dis, quand j'avais des discussions avec Francis, je dis, mais Francis, est-ce que tu te rends compte que mon métier, dans ma vie, mon métier, c'est de vendre des abonnements au MMA Factory, de vendre des abonnements au Management Factory. Est-ce que tu prends conscience que quand tu refuses de prononcer le mot MMA Factory de ta bouche ou Management Factory, est-ce que tu te rends compte que tu mets une barrière à mon business? Est-ce que tu te rends compte que tu stoppes mon évolution? Et ça a des conséquences incroyables sur un monde effet papillon, tout ça. Ah bah, ce que je vais dire là, c'est que les salles de sport en Europe, on ne nous envisage pas comme étant des grands entraîneurs. On ne nous envisage pas comme étant des grands coachs. Mais c'est à nous de faire la démarche pour ça. Je suis prêt à ce que je valide et je vote que le meilleur coach en France, c'est Stéphane Chauffoyer. Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est Mathieu Nico. Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est un des Fernandez ou un des... Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est Cyril Diabaté. Ce n'est pas grave. C'est la France qui gagne, c'est l'Europe qui gagne. Je suis prêt. Montrez-moi où on vote, je vais voter. Ce n'est pas normal que dans l'écosystème mondial, on ne soit pas présent sous prétexte que il y a des personnes qui créent des élections MMA Award, qui créent des choses, et vous n'êtes pas là et vous acceptez la narration. Ils sont bons, ils sont les meilleurs. Mais non, on vient de le prouver, on l'a prouvé avec Francis, qu'on pouvait prendre un mec de 0, l'amener jusqu'à la ceinture de l'UFC. On pouvait prendre un mec de 0 comme on a pris 0, je l'entends, 0 du MMA. Ces personnes sont nées 0 en MMA jusqu'à la ceinture de l'UFC. Voilà ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de pleurer en disant, mais c'est un truc de fou, parce qu'en réalité, quand j'y pense bien, j'ai partagé beaucoup de choses d'amour et d'amitié avec Cyril.
mais j'ai partagé beaucoup plus de travail avec Francis parce qu'il y avait beaucoup de boulot. Hmm. Cyril n'a besoin de rien. Au moment où il arrive, il a juste besoin de l'apprentissage du sport, quelques conseils sur le management et il avance. Francis avait besoin de tout. Enfin, il avait besoin de tout. L'aider à faire administrativement ses papiers, se régulariser. Je l'ai fait personnellement à m'aligner à la préfecture tous les jours. Enfin, les détails, c'est tout complètement. Et tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu peux pas dire, tiens, j'ai un très bon management. Jamais personne n'a été, à part Cain Velasquez, aucun poids lourd n'est entré à l'UFC avec seulement 5 combats. À partir du moment où Cyril fait la ceinture de l'UFC, on passe à un next level. Les coups de fil qu'on reçoit sont les coups de fil, soit de Hunter, soit de Dana. On a une plus grosse plateforme d'écoute. Ça veut dire que non simplement moi, le manager, je pousse, mais Cyril va dire à travers une discussion, les gars, je faites un effort pour Abdul. C'est mon gars. On est bien à la salle, il est bon, je vous garantis, il est bon. Le coach, il vous dit qu'il est bon, son agent, il vous dit qu'il est bon, je vous dis qu'il est bon, faites-moi un plaisir. Voilà le rôle d'un leader, d'un fer de lance. C'est pas de dire, vous ne pouvez pas y accéder, j'y arrive tout seul. Et je vois cette trace-là dans ce jeune. C'est pour ça que je dis dès le début, je le dis. Il a quelque chose de leader, d'un vrai leader, d'un leader qui veut pousser les autres, d'un leader qui se soucie. Il est où, Mika? On avance là, mais on ne le voit pas. Il est où? Il fait demi-tour, il va le chercher, Mika. Parce qu'il a le truc de leader, quelque chose. Et c'est ce truc-là où, une fois, j'avais posté le dessin des Tortues Ninja où il y a le maître des Tortues Ninja qui a deux d'un côté, il est balèze, il avance, et puis avec le temps, il est vieux, et c'est les grands Tortues Ninja qui le tiennent par les mains et le font avancer. C'est ce que Serigan a fait, ce geste-là, c'est ça qui m'a ému, de me dire que, au lieu de penser à lui, c'est son moment, il vient de faire la première étape pour être champion du monde un jour, c'est la ceinture intérimaire, il a fait, au lieu d'être content et de se concentrer sur lui, il pense à faire plaisir à son staff, à Benjamin, à moi, ou même à Factory. Moi, je trouve que c'est la signature d'un grand nom. Je trouve que c'est une manière incroyable et moi, ça me bouleverse. Moi, j'aime l'idée d'aller chercher le défi, d'aller prendre des personnes nouvelles, d'aller prendre des personnes nouvelles au judo, d'aller prendre des personnes qui sortent de la lutte, des personnes qui sortent du Muay Thai comme Serigan, les pousser petit à petit, organiser une carrière, faire des raccourcis et arriver à des résultats. Hmm. Et là, mine de rien, t'as réussi. Hein. Oui, oui, enfin, c'est-à-dire que moi, je sais pas quand tu dis j'ai réussi, de quoi tu parles, à quoi tu fais allusion. Tu fais allusion à quoi, toi? Bah là, je veux dire globalement, dans le sens où t'as réussi à donner de la force et à mettre de la lumière sur d'autres athlètes, d'autres gyms, en même temps justement à prendre des raccourcis pour montrer que ta pédagogie et puis mine de rien, ton mode de fonctionnement, bah là, t'as été jusqu'au bout de ce que tu voulais, enfin jusqu'au bout. Titre intérimaire, mais t'es à un combat de vraiment aller jusqu'au bout et de pouvoir dire, bah regardez, là on peut prendre quelqu'un qui est un bébé dans le sport et lui faire atteindre le plus haut niveau en 3 ans, 4 ans. Voilà. C'est ce que je voulais qu'on apporte comme précision. Moi, je considère pas que j'ai réussi, là. On a une ceinture intérimaire qui ne vaut pas une ceinture en soi. C'est un très bel accomplissement. Cyril est classé dorénavant mardi, quand on va se réveiller mardi, et que le classement va passer à Vegas. Donc, mercredi ici, on aura Cyril qui sera numéro 1. À l'heure où je suis en train de parler, je vais, euh,
juste avant que ma fille ne revienne de son voyage de ses grands-parents, je vais me mettre pour finaliser ma proposition que je donne à Ryan Gillet, le préparateur physique de Cyril, pour le programme de force et de masse que je veux. Le camp d'entraînement de Cyril pour la réunification commence dès la semaine prochaine. Prise de masse, surtout prise de force. Et en attendant la date, dès qu'on a la date, on va finir et on va repartir sur l'explosivité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas terminé avec ça. Pouvoir travailler et développer le sport, c'est pas faire que des poids lourds. C'est que il y a moyen d'aller chercher la ceinture de 84 kilos avec Nassourdine Imavov. Justement, bah attends, justement, petite parenthèse Nassourdine Imavov, donc là apparemment il va revenir donc face à Edmen Shabazian lors de l'UFC 268 le 6 novembre prochain au Madison Square Garden. Il paraît, bien évidemment, il voulait un top 10, là il obtient quelqu'un qui est numéro 11, qui était dans le top 10 juste avant. Ça avance très sérieusement, mine de rien. Oui, c'est ce que je disais, ça avance. Mais là, moi, je n'ai pas confirmé ce que vous dites là. Oui, non, oui. Ça, c'est votre responsabilité, vous faites ce que vous voulez. Je vais attendre de voir si l'UFC officialise quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je n'ai pas confirmé. Et puis, c'est bien, si ça se passe, c'est un bel adversaire. Ce sera un bon défi. Il ne rigole pas du tout, Edmond Shabazian, c'est pas facile du tout, mais c'est le chemin à faire. Si tu n'es pas capable aujourd'hui d'aller chercher Adesanya ou Vettori, bon, à quoi ça sert en fait? Tu le fais pourquoi le sport là? Ça c'est un truc d'élite où on a envie d'aller chercher à tutoyer ceux qui sont au-dessus. Donc, allons-y, on verra bien qui sera confirmé pour Nassour, on verra bien ce qui va se passer et on va te donner pour gagner le combat. Non, puis surtout, si ça arrive, c'est encore une fois ta philosophie, à savoir Nassourdine qui est passé de philosophe, je sais plus combien il était classé, ensuite numéro 19, ensuite numéro 10. Et puis ensuite, on verra bien évidemment. C'est ça. Pour justement poursuivre pour Cyril, je voulais aussi parler un tout petit peu, bien évidemment, parce que là c'est King Energy, mais aussi de Benjamin Sarfati. Donc Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, qui a été, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais comme un gamin quand il était dans la cage et même dans l'après, dans la post-fight interview avec Cyril, on l'a vraiment vu savourer ce moment-là. Est-ce que tu peux un petit peu plus parler de son rôle, parce que c'est vrai que la plupart des gens disent c'est Fernand Lopez, le coach de Cyril Gane, mais Benjamin, qui était aussi dans le countdown, il a aussi un rôle à jouer dans cette victoire, bien évidemment, et dans l'accompagnement de Cyril. Qu'est-ce qu'il fait, lui, pour Cyril Gane, on va dire au quotidien aussi, et quel a été son rôle, finalement, dans cette victoire? Il fait tout ce que je fais, exactement, à une échelle un peu moindre, dans le sens où on se répartit des athlètes en général, pour ne pas perturber les athlètes. Quand on commence avec un athlète, on reste dessus. J'ai commencé avec Cyril, c'est moi son entraîneur principal. Quand je ne suis pas là, il y a un remplacement qui est fait. Et c'est Benjamin qui prend la main dessus. Il est il est un manager senior. On a une dizaine de managers juniors. Il est senior. Donc, ça veut dire qu'il prend des décisions importantes dessus, notamment sur les négociations des sponsors de Cyril, la recherche des sponsors, négociation des sponsors de Cyril. Il connaît ma manière de travailler au pas d'os, au PAO avec Cyril. Donc, du coup, quand je suis pas là, il me supplée, il me permet de pouvoir récemment, c'était un gros pari quand même, c'est-à-dire que j'avais booké des vacances avec mes filles, une dizaine de jours, mais sauf que à peine atterri, avant d'aller en vacances, on m'annonce qu'il y a Cyril qui va faire c'est ça, le titre. Contre Derrick Lewis. Et je sors d'un combat avec Volkov, un combat dur,
mais je suis en train d'hésiter et me dire qu'est-ce que je fais. Les gars du Countdown, ils demandent à ce que je sois là parce qu'ils veulent voir ma tête, parce qu'ils veulent monter leur histoire et la narration qu'ils veulent pour la suite de ce qui pourrait arriver. Je dis, les gars, je peux pas être là, je peux vraiment pas être là, il faut que je reste à MFI. Et puis, Benjamin, il va gérer complètement le camp d'entraînement à ce moment-là, sur le choix des partenaires, sur la planification, sur ce qu'il y a à faire. Et ensuite, quand je reviens, je reprends la main dessus. Mais voilà, on Complète. s'intègre en place. On s'intègre en place sur ce qui est de l'entraînement et en général sur ce qui est du management. C'est pareil, sur le management, on a des référents. Donc, la plupart de chaque athlète a son référent et même si je suis le référent principal de Cyril Gann, Benjamin gère sur les dossiers où je suis en retard, sur ce que je peux pas faire, la carrière autour de Cyril. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il a été beaucoup vu sur la prépa de physique et sur la prépa de Cyril. Et puis, il a une particularité que j'aime, c'est il m'inspire beaucoup. Moi je viens de base de la lutte, du rugby, enfin des sports classiques. Lui vient de la self-défense, il vient du Krav Maga à la base. C'est ça, je crois que c'est au karaté d'abord, ensuite le Krav Maga et puis finalement l'OMMA, le kickboxing, l'OMMA. Et il apporte beaucoup sur sa version technique des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, ceux qui connaissent un peu mon passé savent que j'ai fait énormément de compétitions de grappling à l'époque. Mais cependant, j'ai pas fait du JJB pur. Je suis ceinture blanche de jiu-jitsu brésilien. Alors que Benjamin Sarfati est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Donc, il a fait de l'instruction de manière académique. Je pense même que s'il cherchait beaucoup, s'il suivait le cursus normal de sa progression, il devrait être black belt. Je pense qu'il a tellement à faire qu'il ne va pas passer les examens, ce qu'il faut pour qu'il soit gradé. Mais en tout cas, voilà quoi. Il a été d'une très forte utilité sur la révision et la manière de travailler au sol avec Sergan. C'était super intéressant. Et donc là, pour la suite, le rendez-vous face à Francis. Dana White a émis le souhait, je pense que c'est tout le monde souhaite ça d'ailleurs, que ça se déroule en France. Toi, tu parlais justement de potentielle première partie d'année 2022. Est-ce que ça va pas arriver, je vais pas dire trop tard, mais tu vois, le fait que là, on soit en août et que ça arrive à ce moment-là, toi, tu le regrettes pas quelque part? Et que t'aurais aimé que ça arrive un petit peu plus tôt? C'est compliqué cette situation. C'est-à-dire C'est que ça. c'est incompatible avec la volonté du champion. Le champion veut combattre rapidement. Il veut combattre très rapidement. Tu penses que, d'ailleurs, tu penses que ça l'embête là que ce soit Cyril qui... Est-ce que bien évidemment, tu peux pas... ce sont des suppositions. Est-ce que tu penses qu'il aurait préféré des retrouvailles avec Derrick Lewis plutôt que là, le duo Cyril Gane-Fernand Lopez? Non, je pense qu'il n'a pas peur de Cyril Gane du tout. Je pense qu'il n'a pas peur de Fernand Lopez du tout. Par contre, je pense que c'est ennuyeux de savoir que le mec qui t'a battu, est finalisé par un petit qui t'a connu à la salle, quoi. Donc, je peux pas déduction, des réflexions hypothético-déductives, je peux arriver à la conclusion que ça ne lui plaira pas beaucoup ce constat-là, de se dire, OK, j'ai été battu par Derrick Lewis, et Cyril arrive et il bat Derrick Lewis avec une facilité déconcertante. Donc, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, que j'ai mon combat de revanche propre avec Derrick, je le couche ou je fais quoi que ce soit, et ensuite, il se passe ce qui se passe. Donc, voilà, mais je pense que combattre, il n'a pas de problème, enfin, c'est son métier. Et c'est leur métier, ils n'ont pas peur du tout de combattre, quoi. Enfin, ils se lèvent le matin, comme tu vas au boulot, ils vont se péter, quoi. Enfin, ils n'ont pas de problème pour ça. Donc, non, je pense pas que c'est un souci.
Et donc, pareil, vraisemblablement, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a même réagi à la victoire de Cyril Gane sur les réseaux sociaux. Là, on semble se diriger donc vers un UFC Paris qui s'annonce XXL. Toi, c'est aussi ce que tu souhaites, justement, que ce combat-là se fasse à Paris, même par rapport à, justement, toi, ta volonté à chaque fois d'avancer, justement, là, le fait de prendre son temps, tu trouves que c'est une bonne chose aussi, au regard, mine de rien, de l'enjeu de ce combat qui, enfin, il y a toutes les cases pour que en cas de victoire de Cyril ou même de Ngannou, qu'il y ait une nouvelle étape qui soit franchie pour la carrière de ces deux combattants. Oui, bien entendu, je souhaite que ça se passe à Paris parce que c'est la genèse. C'est là où tout a commencé. Mhm. C'est, c'est, c'est à Paris que, enfin, c'est ça a commencé le MMA. C'est à Paris que, Bon Gamin a commencé le MMA. Et bah, c'est bien que ça se termine, tout a commencé. Maintenant, euh, ce serait bien pour l'économie française de pouvoir avoir le MMA en France parce que, mine de rien, ça va pousser, ça va faire un boom dans les salles de sport, développer la pratique de masse. Ça va mieux faire connaître le sport parce que du coup, les médias s'y intéressent. Euh, Ce serait une bonne chose. Mais encore une fois de plus, c'est un vrai casse-tête. Je ne sais pas comment l'UFC va résoudre ça. C'est-à-dire que, est-ce que Cyril Gane peut attendre 3 mois, 4 mois? Oui. Est-ce qu'il peut attendre 6 mois? Ça fait beaucoup. Mhm. Il a envie C'est de ça. combattre. Est-ce que Francis a envie d'attendre 6 mois? Il n'en peut plus déjà là. Mhm. Mais cela dit, après, c'est vrai que le calendrier de l'UFC est particulièrement chargé, donc là, moi, je me dis, au mieux, c'est décembre. Enfin, au plus tôt, je veux dire. Au plus tôt, c'est Voilà. décembre. Voilà. Sauf que si c'est décembre, C'est on pas en est France. quasiment sûr que c'est pas en France. Et ça, ce serait pas un, enfin, j'allais dire un crime. Oh là là, Guillaume, calme-toi, mais ce serait quand même un crève-cœur de se dire qu'il n'y a pas ce combat-là Absolument. en France. C'est pour ça que je te dis que cette conversation qu'on a, Mhm. je l'ai eue il y a 2 jours avec Marc Arla, un vice-président de développement de l'UFC. Je l'ai eu avec Dana White, je l'ai eu avec qui d'autre? Avec euh, Hunter. C'est compliqué. En gros, là, par exemple, il y a une discussion qui est prévue avec la Fédé de boxe pour déjà revoir un peu ce qui se passe en ce moment avec les règlements, quelle est la possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des règles assez compliquées qui Qui ne ne sont félicite pas. pas l'organisation d'événements C'est UFC. ça, Voilà. c'est ça. Par exemple, l'événement d'Eric Lewis contre Cyril Gane ou l'événement, comment ça s'appelle, ou l'événement de Volkov contre Cyril Gane n'aurait jamais pu avoir lieu. Au regard des Parce que, bilans de chaque athlète, ouais. voilà, parce que ils considèrent à la Fédération de boxe ici en France que Cyril Gane se ferait massacrer par Eric Lewis vu qu'il a 24 combats de plus que Cyril Gane. Voilà la logique. Donc, du coup, l'UFC est inquiet par rapport à cette situation et voudrait travailler dessus. Maintenant, en dehors de ça, bon, voilà, je pense vraiment que c'est un vrai casse-tête pour eux. Ah, c'est clair. C'est Le clair. combat à faire pour eux, c'est définitivement Francis Cyril. Sauf que les deux, c'est compliqué de les avoir à Paris avant 2022. Et sauf que les deux ont envie de Francis pourra encore, non, Cyril pourra encore attendre un peu, parce que mine de rien, on a bossé. Hmm. Ah bah là, En ça ne sept, s'est pas arrêté, là. Depuis février, en ça ne s'est pas sept arrêté. mois, c'est du jamais vu. En 7 mois, le mec a descendu Junior de Santos, ancien champion de l'UFC, Jerzino, le numéro 3 à l'époque, quand il a affronté, qui d'autre, Alexander Volkov, Volkov. et finalement Derek Lewis. En 7 mois. C'est monstrueux. Donc, je pense que il est temps qu'il se repose un peu, voilà quoi, relativement. Maintenant, je pense que j'ai l'impression que la version qui se profile, c'est premier combat aux États-Unis et la revanche
à Paname en 2022. Et bah voilà, vous voyez les petites infos là. Ouais, ben alors honnêtement, je pense que ce serait beau, mais c'est vrai que c'est dommage dans le sens où on est dans une situation. Je compare ça, tu vois, un petit peu à Robert Whittaker, Israël Adesanya. Où en fait, tu fais ce combat-là dans leur pays, sur leur continent, c'est quelque chose d'énorme pour le sport. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça va être important, mais ça n'aura pas, à mon sens, on va dire les mêmes retombées tout simplement. Ah, c'est ça. Mais surtout qu'on le sait, c'est-à-dire que ce que Dana White essaie de faire, c'est de fabriquer un nouveau Conor. C'est ça. Conor a décollé parce il a rassemblé toute l'Europe, il a rassemblé l'Irlande. Si tu veux rassembler l'Europe avec un mec, avec Francis ou avec Cyril, il va falloir les amener en Europe pour que les gens prennent les tickets, pour que les gens voilà, deviennent accros parce qu'ils les ont croisés, parce qu'il y a eu quelque chose, parce qu'il y a eu de la montée en puissance de l'événement, de la vente des tickets et tout. Donc, voilà, c'est le boulot de promoteur, c'est un vrai casse-tête. Je n'aimerais pas être à leur place actuellement. C'est un vrai casse-tête pour eux de résoudre ce problème. Dans le meilleur des cas, ils peuvent gratter et faire attendre les gars jusqu'en janvier, février. Comme ça, ils ne tardent pas trop dans l'année. Et comme ça, ils mettent toutes les batteries pour pouvoir faire un événement à l'U-Arena, par exemple. En croisant les doigts, bien évidemment, pour que ça puisse avoir lieu en France et quand on dit ça, dans toutes les conditions normales, bien évidemment. C'est ça. Fernand, Dana White a dit que là, il allait avoir un an et demi de folie pour la catégorie heavyweight, parce que, il y a mine de rien Francis, il y a Stipe Miocic qui est toujours là, il y a John Jones qui est dans le mix pour aussi 2022. Est-ce que toi, qui avais parlé il y a quelques mois justement où tu disais, John Jones, le fait qu'il monte en heavyweight, ça te faisait peur, tu m'avais dit, mais ça t'excitait aussi mine de rien en tant que challenge sportif. Est-ce que là, t'es pas ravi un peu des futurs combats qu'il va y avoir, ou finalement t'es plus concentré sur le développement des capacités de Cyril et ça va être un casse-tête comme un autre à résoudre? Non. Tous les combats qui vont arriver m'intéressent sérieusement pour Cyril et puis pour d'autres gars. Je l'ai dit avant le combat qu'il y aura une révolution qui va se passer chez les poids lourds. Ils sont super excités à l'UFC pour ce qui est en train de se passer là. Et moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que très calmement, sans aucune prétention, comme je l'ai dit il y a 3 ans, quand tout le monde disait « Oh là là, arrête de hyper tes gars, t'abuses, tu parles trop de ci. » Quand je parlais de Francis, à l'époque, c'est ce qu'on me disait. Arrête, il n'a pas encore le niveau, il n'a pas encore fait ci, tu peux pas parler de lui. Et j'ai hypé Francis. C'est pas juste pour la hype. Je peux lire sur les gars que j'entraîne. Je sais ce qu'ils peuvent devenir ou pas. Je suis persuadé que tous ces mecs, il n'y a pas un qui peut stopper Cyril. Enfin, pas pour le moment. Il va falloir quelques temps pour comprendre la clé de Cyril. Ça va prendre quelques années. Ok. C'est vraiment pas pour m'enflammer ou pour dire quoi que ce soit. Je dis simplement que ceux qui ne savent pas encore, ils n'ont pas vu encore. Ils comprennent pas ce qui se passe. Mais un poids lourd normalement constitué ne peut pas comprendre Cyril pour le moment. C'est difficile. C'est un bordel de le suivre. Si tu forces trop le passage, tu vas te faire caoter. Si tu es tranquille, tu vas te faire découper petit à petit. C'est compliqué. Là, actuellement, Cyril, c'est compliqué. Bon voilà, en tout cas de combats particulièrement intéressants pour la suite. On va passer maintenant aux questions. Donc vous le savez, chaque semaine ça se passe dans l'espace commentaire, vous posez vos questions et Fernand y répond avec plaisir bien évidemment. Donc Tim Micheli, pardon. Mais ce Fernand Lopez, il est extraordinaire, honnête, généreux. 2 points de suspension, intelligent, 4 points de suspension, d'exclamation, pardon. Et si c'était lui le vrai GOAT en coaching? Alors
c'est toujours difficile chaque fois que je pose cette question-là aux athlètes et même aux combattants, mais là, Fernand, là, sur un petit peu l'échiquier mondial, quand il y avait pas mal de gars qui justement faisaient leur classement des coachs, bah, ils pouvaient dire, bah, il n'y a pas de ceinture pour Fernand Lopez. Là, toi, aujourd'hui, là, même si t'as hypé la France en général, où est-ce que tu te situes, globalement? Je me situe comme un bon coach. Maintenant, je ne peux pas me classer. Je ne sais pas ce que. Je pense que je ne suis pas insignifiant. Je pense que euh, tu ne peux pas être insignifiant et on parle de toi sur l'entraînement. Je pense que quand tu as des collègues qui te croisent et qui te disent good job, coach, ou qui t'écrivent et qui te disent coach, well done, il y a quelque chose. Il peut pas avoir, il ne peut pas avoir autant de hasard. Je pense que je suis légèrement un bon coach dans le sens où je ne vais même pas parler de ceux qui, parce que le coaching de très haut niveau et de parler que des athlètes qui sont brillants n'expose pas exactement ce que tu es capable de faire. Moi, j'aime sur les complications avec des profils différents, de se dire que chacun des athlètes qu'on a eu en France au MMA Factory a fait un parcours remarquable s'il tenait la route. Il a fait un parcours remarquable. Et puis, on a eu quelques essais où on n'a pas su remonter les gars. Mais je veux dire, tu prends un mec comme Anthony Dizzy, qui a perdu récemment au PFL. Je pense qu'au MMA Factory, je pense qu'il a ramassé 7 victoires, un truc comme ça. Tu prends un mec comme Karamuso, qui a perdu des combats alors qu'il était à l'American Top Team aux États-Unis. Il est revenu en France, il a enseigné 7 victoires consécutives jusqu'à prendre la ceinture du Cage Warrior. Tu prends Michael Lebou qui parle de la FFA qui vient en MMA Factory. Il enseigne 8 combats au point de signer à l'UFC directement. Tu prends... on pourrait faire ça jusqu'à demain. Arnold Kero, on pourrait faire... Enfin, ça veut dire qu'il y a une certaine constance à savoir enseigner le MMA, ou en tout cas à savoir aller chercher la victoire en MMA. Bien sûr. Il y a une constance à savoir piloter un système d'entraînement avec des entraîneurs autour. Ce n'est pas moi qui entraîne tout le temps. Ces personnes vont chercher des victoires, même en amateur. Yuri Benjenari, Nicolas Hoth sont allés chercher les médailles respectives d'or et d'argent au championnat du monde amateur. Parce que on réussit au MMA Factory à avoir un écosystème et piloter les systèmes d'entraînement. Et puis, forcément, le haut niveau ne ment pas. Ça ne ment pas. Si je te pose la question, le coach Eric Nixit, le coach actuel de l'extrême couture, il a formé qui comme élève? Tu connais, tu me donnes quoi comme réponse? Alors, le truc pour Eric Nicksick, je pense que c'est un très bon coach, mais qui bénéficie aussi de la géographie, justement, d'Extrême Couture, à savoir qu'il y a de la vraie proximité avec, justement, l'UFC. Donc, il y a pas mal de gens, là, en tout cas, récemment, hein, qui viennent, enfin, qui ont déjà des coachs, ou qui viennent, justement, qui passent par lui, et ensuite vont s'entraîner. Je pense récemment, il y a eu, c'est quoi, Brandon Moreno, qui était venu aussi là-bas. Enfin, mais parce qu'ils viennent à Vegas, et puis ensuite, ils viennent avec lui, ouais. Oui, mais au-delà de ça, il a des gens qui l'entraînent depuis. Yann Higueux, et je crois qu'il est classé 12e, je sais pas. C'est ça, complètement. Yann Higueux, c'est un de ses élèves qu'il a pris tout jeune, tout petit, et qu'il a formé. Mais il n'y en a pas 15 000. Complètement. Il y a Micha Tete, ancienne championne, qui va traîner là-bas aussi, mais qui n'a... Enfin, si je te oui, dis, ce sont des noms connus, mais c'est pas voilà, des gens qui aujourd'hui vont atteindre le statut de champion. C'est ça. Enfin, même si Micha Tate a déjà été championne bantamweight voilà, de l'UFC. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que on ne se rend pas compte qu'on a, encore une fois de plus, je reviens dessus, qu'on a un bon niveau et que
Voilà, quoi. Je ne saurais me classer moi-même. Ce que je pense, c'est que je, sinon mon nom n'apparaît pas dans la bouche des personnes où Hmm. je le parle. Et Ouais. que s'il y a souvent le nom qui apparaît, là, il y a Cyril qui a eu sa victoire. Je ne suis plus l'entraîneur de Francis du tout, mais la planète entière est quasiment d'accord que il est formé au MMA Factory. Tout le monde, ça revient sur quasiment tout. J'ai été tagué probablement sur 10 000 posts depuis Mhm. 2 jours, Hmm. où il y a beaucoup de références là en disant, tu as réussi à faire un truc de malade, tu as amené 2 grands champions poids lourds à l'UFC avec des états de service incroyables. C'est-à-dire que rarement on a eu un jeune qui arrive sur 7 victoires à l'UFC, 0 combat. Il n'a pas perdu un seul round Mhm. sur sa carrière. Il a quasiment tout gagné et il n'a pas beaucoup pris de coups. C'est-à-dire qu'à part contre Volkov, où il sort avec quelques échymoses, le reste du temps, il est frais comme s'il sortait de la piscine. Hmm. Mais, Donc, vas-y, ouais. oui, vas-y. Moi, ce que je Vas-y, voulais vas-y. dire, c'est que je vais donner mon avis aussi sur cette question. Moi, aujourd'hui, tu vois, vraiment, je te mets dans le mix top 4, top 5 des meilleurs coachs actuels, parce que même si tu dis souvent à la salle, il y a des meilleurs coachs que moi, t'as cette capacité vraiment à former les gammes, et je pense que ce qui fera vraiment toute la différence avec les autres, et j'espère qu'un jour ça t'arrivera, c'est que t'es un combattant, tu vois, qui soit connu, comme par exemple quand tu parlais de Kevin Holland, quelqu'un que les gens connaissent, qui plafonne un petit peu un top 10 et que toi, t'arrives en fait à lui permettre d'aller au-delà. Est-ce que ce qu'ont aujourd'hui pas beaucoup de gym aux États-Unis, c'est cette capacité-là à se dire, il y a un gars qui va changer de gym, qui est assez connu, par exemple Colby Covington, qui l'a changé, et il se retrouve avec un combat pour le titre en ayant changé d'équipe. Ou Kevin Holland l'a fait aussi récemment, enfin un certain nombre d'athlètes. Et toi, le jour où t'auras ça, je pense aussi, les gens ils se diront, ok, c'était un mec qu'on connaissait déjà, et là maintenant en plus, il peut apporter à des gars qui sont déjà des stars. Mais comme tu l'as dit, c'est très compliqué parce que Paris est très cher et donc difficile. C'est ça. C'est ça. Mais déjà, ce qu'on a, on a pas mal de défis. Moi, j'aime les défis. Moi, j'ai envie de parler D'Abdoul, mine de rien. de... Non, Abdul ne plafonne pas. Non, pas plafonné, mais non, non, je disais pas ça dans ce sens-là, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui est déjà connu avant d'arriver au Factory, qui a déjà une grosse carrière de MMA, et là maintenant c'est insuffler quelque chose de nouveau. Ok, ouais, absolument. Moi, je pensais plutôt à un gars comme Alan Bodo. Ça, c'est un vrai défi. Alan Bodo, c'est compliqué. Il est à un stade où beaucoup de gens vont ouvrir leur bouche quand ils ne savent même pas de quoi il est question. Il y a des gens qui parlent, tu dis pourquoi il ouvre sa bouche, quoi. Enfin, mais, euh, mais notamment, quel choix on fait? Est-ce qu'il faut qu'il redescende à 93 kilos? Est-ce qu'il est un poids lourd? Est-ce Oui, qu'il... non mais oui. Et Mais pour Alan, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que la plupart des critiques viennent de gens qui n'ont pas regardé le combat en fait. c'est ça. Parce que Mais certes, si les pourquoi gens voient juste le résultat, voilà. je te laisse dire, je te laisse analyser ça. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que le combat d'Alan Bodo se passait extrêmement bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Mais sinon, le premier round qu'il fait, c'est somptueux tout simplement. Et donc, à mon avis, je pense que les gens regardent le finish, regardent la page Wikipédia et voient, défaite par TKO au deuxième round. Et donc là, ils peuvent se dire, ah, il a pas sa place parce qu'il y a eu aussi cette défaite en short notice face à Thomas Spinal. Mais peut-être que les gens savent pas non plus qui est Thomas Spinal et qu'aujourd'hui, pour le Royaume-Uni, qui est un très très gros pays du MMA, c'est peut-être un gars qui va remplir des salles et être futur main event et pourquoi pas aussi futur challenger. Donc forcément, je pense que si les gens n'ont pas toutes ces informations-là, regardent juste les finishes, donc les highlights qui tournent le plus par rapport au combat, ils se disent Alan n'a pas sa place au sein de la catégorie. Mais alors que c'est vrai, quand on prend toutes les informations dans leur ensemble, c'est quand même différent. Voilà. C'est ça. Moi, je suis fasciné par ces personnes qui font des analyses non fondées. Ça me déborde, en fait. C'est que si tu échoues parce que tu as analysé et que ce n'était pas pertinent, parce que tu n'as pas tout compris, que tu n'as pas, mais que tu avais les éléments, mais tu n'as pas tout compris, moi, je peux comprendre, tu la compétence, c'est pas compliqué, tu vois. On peut, les ayants droit peuvent dire à Alan Bodo, il faut faire un effort pour supporter un peu plus la douleur et mettre un peu de cœur, un peu plus de cœur
Mais tu peux pas le critiquer en disant, il n'a pas sa place à l'UFC. Non, mais je pense que c'est vraiment dû aussi au fait que les combattants aient une différence exposition. Parce que tu vois, c'était José Aldo, par exemple, quand il a perdu contre Yann, il y a personne. J'ai jamais vu un seul commentaire où les gens ont dit c'est ridicule ce qu'a fait José Aldo contre Yann, il s'est fait rouler dessus. Non, parce que les gens ont regardé le combat et ont vu qu'au début du combat, bah Yann José Aldo, il lui tenait la dragée haute, tu vois. Je pense que le problème, et Nassourdine, c'était pareil contre Philoz. Il fait la fin du combat, c'est lui qui est plus proche de finir Philoz, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC aujourd'hui, bah ils font plus avancer Nassourdine plutôt que Philoz. Et je pense que ces combats-là, comme ils sont en début de carte, ça veut dire qu'il faut aussi, enfin, je vais dire, faire l'effort de voir ces combats-là. Et ensuite, quand on voit tous les commentaires négatifs qui vont être sur les réseaux sociaux ou certaines critiques, je pense que la plupart des gens ne voient que la phase de finition ou juste le résultat et Nassourdine a perdu contre un gars que eux-mêmes ne connaissent peut-être pas. Aujourd'hui, moi, je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour avoir raison et que les gars ne commandent pas sur les histoires. Et que les mecs, ce sont des casuals. Mhm. Tu es spectateur, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu parles comme tu veux. Mais quand tu Non, mais pour es... les athlètes au global, tu vois, je veux dire, par Voilà, exemple, mais pour ce que Alan vit depuis son combat, je trouve que c'est très très dur. Enfin, dans le sens, même, je suis pas du tout Alan Bodo, je peux pas me mettre à sa place, bien évidemment, mais tu vois, quand on regarde les commentaires, j'ai vraiment l'impression que les gens n'ont pas vu le combat. donc voilà, c'est un peu gênant ça, des personnes qui n'ont pas la précision. Et quand vous voulez faire des experts et que vous captez un peu le domaine et que vous dites des choses correctes, sinon vous allez être repris, sinon on va vous dire ça tient pas la route ce que vous racontez. Voilà, notamment, les deux, les autres choses, je m'en moque, c'est pas grave. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, c'est pas bien grave. Mais le pauvre Alan, il m'enfle déjà, il a double pelle, triple pelle, tu vois, il a perdu son combat, il s'en veut, il n'est pas bien. Moi, je lui ai craché la vérité en lui disant, écoute, il faut que au niveau du mental, qu'on soit un peu plus fort, qu'on soit solide. Ne venez pas critiquer sa technique ou sa... Voilà quoi, ça. Je veux bien qu'on critique la stratégie. Et ça ne veut pas dire que le mec qui se met en boule n'est pas digne de l'UFC. C'est-à-dire que c'est un fight IQ, c'est mauvais. C'est pas un bon plan. Cependant, tu ne peux pas résumer la carrière de Derrick Lewis au fait qu'il se soit mis en boule quand Serigan le frappait. De la même manière, c'est pas parce que Alan Boudou est français que tu vas le ridiculiser et dire bah j'aime pas voir les gars comme ça parce que non c'est pas juste de vouloir s'acharner dessus. Et donc voilà, c'était bah voilà, je ne vais plus laisser passer des mensonges. S'il y a pas des choses qui sont correctes et qui sont dites correctement, on va s'expliquer dessus. Oh là 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 là. Bon bah voilà, en tout cas c'est tout pour cette semaine, mon cher Fernand. La semaine prochaine, on va parler des gyms tout autour de la planète, et notamment du MMA Factory, parce que là les choses bougent. J'espère qu'on va parler d'Ares aussi, parce que bon, Cyril a évoqué un retour fin 2021. Ares est teasé pour décembre 2021, donc là, Fernand Lopez ne va pas beaucoup dormir sur cette fin d'année. On va parler de tout ça. Là, clairement, il n'y a même pas besoin de points réclame pour cet épisode parce que c'est fantastique. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter. Ah oui, très important, Kiyonoji a son propre flux RSS. Donc vous tapez Kiyonoji sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer et j'en passe et vous aurez tous les épisodes. Merci de votre fidélité et puis évidemment merci à Fernand pour sa disponibilité parce que là, voilà, il sort de l'avion, boum, King Energy, donc vraiment merci Fernand, et puis ouais, et puis merci pour ce week-end, parce que je pense que les gens ont vraiment, ceux qui ne connaissaient pas Cyril Gane et le MMA Factory, ils ont vraiment découvert, à mon avis, un très bon visage du MMA, donc c'était formidable. Merci à toi Guillaume, merci à tout le monde qui nous écoute et je tenais à vous dire que une moitié de la ceinture intérimaire de Cyril vous appartient parce que vous l'avez beaucoup soutenu. Merci. Oh là là. Allez, à la semaine prochaine.